Bonjour Daniel, écoute, je suis très content de te recevoir dans cette rubrique du Data Sommelier pour plusieurs raisons. C'est que tu es un acteur du monde data, tu as vu ce monde naître quasiment et tu as suivi l'actualité, mais surtout tu l'as façonné euh, dans tes expériences avec tes clients. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet de data gouvernance. Donc, tu as développé une expertise ces dernières années absolument incroyable. Et en fait, on est aujourd'hui ici pour voir, on va ouvrir le capot, tu vas nous parler de ton expérience de gouvernance avec tes clients, voir comment ça s'est implémenté peut-être chez certains d'entre eux. Mais en tout cas, voilà, ce sujet, il est effectivement incontournable, hein, quand on aborde des projets data, on fait les pipelines, on s'occupe de data quality, mais s'il n'y a pas de gouvernance, ça peut poser des problèmes. Donc, écoute, Daniel, très content de t'avoir dans cette rubrique. Merci Stéphane, enchanté de pouvoir participer à ta présentation Datanosco. Effectivement, je suis dans la data depuis le début des années 90. Donc, on a connu pas mal d'évolutions, que tu as connues aussi d'ailleurs. Absolument. La data gouvernance est un sujet que nous avons abordé assez tôt par rapport au marché, puisque Meta-Analysis, qui est un référentiel de gouvernance de données, que l'on avait appelé au début un dictionnaire de métadonnées d'ailleurs, puisque la métadonnée, c'est la donnée sur la donnée, la description de la donnée, et de 2003. Donc, la première version est de 2003. À quoi a-t-on voulu répondre en abordant cet aspect édition ? On avait des clients data, des grands clients de type bancaire, qui avaient des contraintes légales de traçabilité de leurs données, et on a regardé un petit peu le marché américain. Il y avait une ou deux solutions assez pauvres et très très chères, et donc on a décidé en 2002 de lancer Meta-Analysis. Donc première version commerciale en 2003, adoptée par nos clients bancaires au démarrage. Ouais, donc j'imagine que au tout départ, en fait, la maturité des clients du marché n'était pas là du tout. Et en fait, tu as façonné, en fait, tu as imaginé la façon de gouverner les datas et tu t'es appuyé sur les besoins de ces clients, les premiers clients bancaires. Voilà, tout à fait. Et les contraintes étaient des contraintes un peu légales, c'est-à-dire que les banques ont, depuis le début des années 2000, à travers des contraintes de traçabilité, ont eu besoin de pouvoir historiser l'évolution de leurs informations métiers. C'est-à-dire que si on calcule une marge nette, il faut être capable de dire, il y a 5 ans, voilà quelle était la règle de gestion, il y a 3 ans, voilà quelle était la règle de gestion. Donc, on a travaillé dès le début sur des contraintes légales de traçabilité qui nous servent encore aujourd'hui dans notre outil, puisque bien entendu, connaître les évolutions des indicateurs métiers, c'est très important. Le Alors, deuxième point, c'était la cartographie des systèmes d'information. Depuis la première version, on a ce qu'on appelle le business glossary, toutes les informations métiers, mais on a aussi la cartographie du système d'information. Où sont les données dans mon système d'information? Où est-ce que je peux les retrouver? C'est ce qu'on appelle donc la partie cartographie ou data catalogue d'un référentiel de gouvernance. alors, je propose qu'on passe sur la scène suivante. On a préparé quelques slides et que tu as illustrés d'ailleurs, hein, pour supporter notre commentaire. Oui. Je te laisse repointer sur le slide qui te... Alors, le terme est intéressant, référentiel de gouvernance de données ou repository et data catalogue. Il y a un terme très utilisé actuellement qui est le data catalogue, qui est un peu réducteur, puisqu'on parle de data. Donc, nous, on aime bien parler de référentiel, qui va un petit peu plus loin que le data catalogue, qui est la partie cartographie du système d'information. Alors, j'avoue qu'il y a, sur le marché, il y a quand même une confusion, hein, effectivement, parce que on parle aussi maintenant de market data place, de marketplace data, en fait, hein. Il y a les data contracts, les data products, les data catalogues, tout ça sous le chapeau de la gouvernance. Il y a l'IA qui arrive. Je pense que voilà, on va devoir apprendre de nouvelles définitions encore très bientôt. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous, on travaille en 2024 sur le data mesh. Le data mesh, c'est donner de l'autonomie aux utilisateurs dans leur fonctionnement. Donc, ça nécessite d'avoir des domaines que l'on peut fournir, bien entendu. Une gouvernance fédérée, qui est le fondement même de Meta-Analysis. Et un point très important, c'est les data products.
c'est fournir aux utilisateurs l'accès à des produits data. Et ça, c'est très intéressant pour tous nos clients. Donc, on a modélisé, grâce à notre métamodèle, les data products. Et pour comprendre les data products, on va décrire, et ça va donner les data contracts. La notion de marketplace, on y va doucement, c'est-à-dire c'est donner la possibilité à son écosystème d'accéder aux données de son environnement. C'est assez intéressant, mais ça commence à arriver. Le data mesh, par contre, et l'autonomie pour les utilisateurs dans des domaines, c'est un vrai sujet 2024 chez tous nos clients. Bah, très bien. Je pense qu'on peut se recaler sur la présentation. Effectivement, voilà, on a préparé un petit contenu ce matin, tout à l'heure, il y a 5 minutes d'ailleurs. Donc, Metanesis, on est une société française, basée dans le Nord, pour ceux qui connaissent, chez les Ch'tis. Donc, la R&D, le développement et le support sont en France et en anglais, bien entendu, pour tous nos clients internationaux. 20 ans d'expérience et de retour client, c'est très important, ça, parce que notre outil est très, très riche fonctionnellement et on le travaille avec nos clients à travers des user groups tous les 6 mois. Nos clients sont dans tous les domaines, on vient de commencer à en parler, à l'origine plutôt orientés banque assurance pour des contraintes de traçabilité, mais maintenant dans tous les domaines. Et aujourd'hui, tout le monde est assez d'accord sur le fait de dire que la data governance est le préalable à un projet d'innovation data. Un réseau de partenaires européens, la data governance, c'est principalement de l'organisation au début. Il faut que l'organisation soit solide. Il faut qu'il y ait un Chief Data Officer, il faut qu'il y ait un Data Governance Manager, ou au moins qu'il y ait les personnes qui aient la fonction. C'est très important de bien organiser sa data governance et d'avoir des gens très, très proches des métiers pour mettre ça en place. Donc, on a un réseau de partenaires que l'on forme, que l'on accompagne et qui est tout à fait capable d'organiser le projet de data governance, qui est le préalable à notre outil, bien entendu. Donc, si on regarde un petit peu l'historique, on a démarré en 2002, lancement de la V1, usage réglementaire principal avec le business glossary, la cartographie. Donc, ce qui est le fondement est d'origine. Donc, on a rajouté beaucoup de choses au fil des ans, puisque je saute de 2002 à 2019. On a rajouté beaucoup de choses. Au fur et à mesure des demandes de nos clients, on a rajouté la notion de domaine, qui est maintenant très utilisée dans le data mesh à travers des data domaines. La data quality, faire figurer le niveau de qualité, c'est un gros sujet. Jusqu'à il y a 5 ans, c'était en général un projet qui arrivait après la data governance. Maintenant, on le démarre en même temps. C'est très important de faire figurer le niveau de qualité, de le mettre à disposition des utilisateurs métiers, des data scientists, des data analystes. Il faut qu'ils sachent où est la donnée de qualité. En 2019, on a sorti une version intégralement nouvelle, puisque la première avait 16-17 ans déjà, donc entièrement réécrite, en mode SaaS, moderne, avec des API, enfin toute la structure qui va bien. Et puis, on a beaucoup travaillé avec nos clients sur la démarche UX et la capacité de travailler en mode graphique. Donc, en 2023, on a sorti un nouveau portail et un data lineage évolutif qui nous permet quasiment de tout faire en mode graphique. 2024, c'est l'extension Data Mesh. Donc, on a rajouté des éléments pour pouvoir modéliser des projets Data Mesh. Et là, au mois de mai, on va présenter comment suivre les projets de type intelligence artificielle. C'est-à-dire faire figurer les projets avec l'impact sur la globalité du référentiel. Ouais, excellent. Donc, si on regarde les enjeux stratégiques, il y a bien entendu la conformité réglementaire, c'est de là que c'est venu. Le RGPD en fait partie. Même l'IA va être assez proche du RGPD, puisqu'on aura des contraintes légales autour de l'IA. Donc, ça veut dire qu'il faudra être capable de voir l'impact de l'IA sur la globalité de son système. Donc, sur l'IA, il y aura les usages d'un côté, le réglementaire de l'autre. Les projets sont souvent pris maintenant par les départements clients et marketing, donc la conscience de l'importance de la data dans les organisations, de bien gérer ses clients, et puis en interne, améliorer la confiance et l'efficacité. Un data scientist, il doit pouvoir trouver facilement où est sa donnée et où est la donnée de qualité dans une organisation pour faire des analyses de qualité.
Notre outil est l'outil du Chief Data Officer ou du Data Governance Manager, parce que lui, il va se retrouver entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Hein, donc, il va falloir qu'il puisse travailler avec les deux. Sans ce type d'outil, il est complètement démuni, puisque là, on va pouvoir enrichir la partie métier avec les data owners et les data stewards. Et côté informatique, on va pouvoir décrire le système d'information. Et lui, à travers un meta-analyst, il va pouvoir expliquer tout ça au comité de direction, aux directions métiers et à tous les utilisateurs. Ok, dans l'adoption des projets de gouvernance, on a vu que d'abord, c'était par contrainte, hein, par obligation, parce que des lois obligeaient les sociétés et grandes banques à être conformes à certaines réglementations. Aujourd'hui, tu vois une adoption plus facile des projets de gouvernance, c'est rentrer dans le cycle de vie de tous les projets? Il y a eu une grosse acculturation depuis 5 ans et une prise de conscience plus large que la data governance de l'importance de la data. Aujourd'hui, ce sujet, il est pris par les directions générales. Elles s'aperçoivent que la data, c'est extrêmement important. On parle de data driven, mais même des retailers aujourd'hui parlent de ça, des industriels parlent de la data, ce qui n'était pas vrai du tout il y a quelques années. Hein. Et donc, pour pouvoir partager tout ce qui est data, un référentiel, un data catalogue, c'est totalement clé, puisque sinon, on n'a pas de représentation et on n'a pas d'implication des métiers dans ces projets data. Nous, ce qui est très important sur la partie métier et orga, c'est d'impliquer les métiers, qui puissent décrire leur processus, qui puissent s'engager sur l'avis des informations, c'est-à-dire la création, mais aussi les évolutions. Donc, c'est le data owner, c'est le directeur financier, c'est le directeur du contrôle de gestion, c'est le directeur marketing. C'est les data stewards qui sont en capacité d'enrichir le référentiel à travers la solution meta-analysis en live, en mode collaboratif, avec des workflows de validation. Donc, on peut tout à fait mettre en place ça très simplement. Et après, l'idée, c'est que tout le monde dans l'organisation puisse y accéder. Oui, voilà, c'est ça. C'est offrir la data voilà. Sur un plateau. On vient de démarrer un projet chez un gros client. Il y a 1000 personnes. Il y a 1000 personnes qui peuvent y accéder. Il y en a 20 qui vont être des data stewards, donc des gens qui vont enrichir. Et il y aura une cinquantaine de personnes qui vont faire de l'analyse d'impact et des choses un petit peu évoluées. Ah, ça a l'air simple quand on parle comme ça, effectivement. Très simple. On a envie d'adhérer immédiatement à l'idée, effectivement. Donc, si on regarde dans les fonctions de la solution, on part du pur organisationnel jusqu'au pur technique. L'organisation de la gouvernance est très importante, je le disais, c'est là que jouent les cabinets de conseil, parce que pour qu'un projet de data gouvernance fonctionne bien, il faut qu'il soit transverse. Il faut casser la partie silo d'une organisation. On peut avoir un chiffre d'affaires commercial, on peut avoir un chiffre d'affaires financier. C'est pas grave s'il y en a deux, c'est idéal quand il y en a qu'un, mais s'il y en a deux, il faut qu'il y ait 2 règles de gestion. Donc, le démarrage d'un projet, c'est en général le business glossary. Ce sont tous les termes métiers. En général, chez nos clients, il y en a entre 1000 et 3000. C'est ce qui permet de définir l'intégralité de l'organisation. Alors, il y a un sujet important, c'est que pour rendre l'outil utilisable, il faut injecter les premières métadonnées le plus rapidement possible, sans que ce soit vu comme une contrainte pour les utilisateurs, pour qu'ils puissent adopter ça. Et je pense que c'est souvent là que les projets, au départ, peuvent déraper. Les utilisateurs peuvent voir l'outil comme un frein, et il faut au contraire les aider, industrialiser et les accompagner dans cette étape-là d'aller garnir le référentiel. Exactement. Alors, 2 options. Le client a déjà des éléments. Le business glossary qui tourne sous un format Excel ou tableur dans un coin, on le remonte et on le modélise dedans en mettant tous les outils collaboratifs de type workflow, commentaires, tâches. Donc, ça permet d'avoir une vision un peu 3D de son Excel et de rentrer dans une logique de construction avec les métiers. S'il n'y a rien, on peut le créer directement dans meta-analysis. Et là, on peut mettre meta-analysis à disposition des data stewards qui vont pouvoir l'enrichir avec un process de validation par une direction fonctionnelle. Donc, on va avoir des workflows de validation. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est prendre un département ou un domaine sensible il y a des indicateurs à forte valeur ajoutée, et d'avoir un premier résultat, un premier succès dans un délai court de moins de 3 mois, qui permet après de le présenter aux autres domaines d'activité dans l'organisation.
D'accord. 3 mois, c'est ce que tu comptes pour avoir les premiers résultats, Oui, oui. On veut avoir un premier succès en 3 mois. Si le business glossary existe déjà, c'est plus court. Mais s'il n'y a pas de business glossary, en 3 mois, on peut avoir le premier domaine. Alors, je disais qu'il y avait entre 1000 et 3000 informations. Ça ne se fait pas en 3 mois, hein, bien entendu, puisque c'est de la conduite de réunion. Mais les 100 à 150 d'un domaine sensible, on peut tout à fait les faire dans un délai de 3 mois. D'accord, d'accord. Donc, si on regarde donc organisation, business glossary, la data quality, qui est un gros sujet chez nos clients aujourd'hui, qui est un gros sujet pour les métiers, mais aussi pour les data scientists. Hein. Je dois faire une analyse, je dois savoir où est la donnée et quel est le niveau de qualité de cette donnée. Le dernier point, c'est la cartographie du SI. Je parlais de projets d'innovation data. On peut cartographier l'ancien système de type Oracle, SQL Server, Business Objects. Et on va donc pouvoir cartographier le projet d'innovation data qui va s'appuyer sur des bases cloud type Snowflake, des outils type Power BI, Tableau ou d'autres. Hein. Donc ça veut dire que tout ça, on a des collectivités robotisées pour récupérer tout ce qui est cartographie du système d'information. D'ailleurs, c'est un défi de la gouvernance, c'est ça, c'est être capable de récupérer les métadonnées de nombreux outils, chaque outil ayant des versions éventuellement différentes. Et on s'aperçoit que la somme de tout ça, c'est du gros boulot pour maintenir ça, en fait. Hein. Exactement, c'est un point clé de notre développement, de tenir à jour notre catalogue de connectivité robotisée. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce que l'on a? On va le mettre à disposition des utilisateurs et on aura des usages simples et avancés. C'est la question que tu me posais tout à l'heure. On a côté gauche ici le point d'entrée utilisateur, c'est-à-dire que toutes les personnes dans une organisation devraient pouvoir y accéder, faire des recherches et proposer un mode collaboratif, c'est-à-dire d'enrichir le référentiel. Donc là, on a démarré un client, 1000 personnes, 1000 utilisateurs du point d'entrée. Après, il y a les utilisateurs avancés, ceux qui vont analyser, qui vont enrichir, qui vont partager. Et là, ils vont utiliser ce qu'on appelle le data lineage évolutif, c'est-à-dire un outil de cartographie graphique, de conception et de partage et d'analyse. Donc, qu'est-ce que l'on va avoir avec tout ça? On va avoir ici un portail comme point d'entrée, donc un portail graphique que l'on a fait avec nos utilisateurs métiers, extrêmement simple d'utilisation comme point d'entrée. La possibilité de faire des recherches simples pour un utilisateur, donc ça c'est très très simple. Je cherche la marge, je tape marge, je vais trouver 4, 6, 10 marges différentes. C'est pas grave, elles ont des noms différents, elles ont des règles de gestion différentes, elles ont des data owners identifiés. Donc, ça veut dire que même si je tape chiffre d'affaires, j'aurai tous les chiffres d'affaires de mon organisation. Et on les aura sur la globalité du référentiel. Donc ça, c'est à la portée de tous les utilisateurs avec la capacité d'avoir des workflows de validation et de poster des commentaires. Pour les utilisateurs plus avancés, on a le data lineage. Le data lineage, c'est la vision graphique. Et on a beaucoup travaillé avec nos grands clients sur le data lineage évolutif qui permet de créer directement en mode graphique, d'analyser bien entendu avec la data quality et tout un système d'iconographie. Et depuis l'année dernière, une fonction extrêmement importante, on peut le sauvegarder et le partager. Ça veut dire qu'un analyste spécialisé dans le domaine marketing pourra déterminer par exemple le cycle de vie d'un email, le sauvegarder et le partager avec la direction marketing. Ouais, alors ça, le data lineage, c'est une fonction, je pense, évidemment extrêmement importante. Ce que j'ai pu observer dans mes projets, c'est que sur les petits projets, c'est facile à visualiser parce que tu as des dimensions, voilà, ça ne déborde pas, si tu veux, de l'écran. Mais quand on tape dans des gros projets, souvent, les graphes de data lineage sont extrêmement complexes à visualiser. Et je trouve que pour l'utilisateur final, c'est compliqué finalement de naviguer la plupart du temps dans ce genre de système. Oui, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on ouvre le data lineage, de l'ouvrir délicatement. Sur le petit schéma que tu vois ici, par exemple, on a la hiérarchie de stockage qui permet d'avoir une vision condensée des stockages. C'est pas dans les stockages qu'il y a le plus de valeur, hein, c'est dans la partie métier. Et là, tu vois que dans les couleurs chaudes, c'est du métier, dans les couleurs froides, c'est de la technique. Et on réduit le visu de la technique pour
être capable de montrer la partie métier. Donc ça, c'est un data lineage avec une partie métier, une partie cartographie. On va la sauvegarder et on va pouvoir la partager. Donc ça veut dire qu'on aura une bibliothèque d'analyse qu'on pourra mettre à disposition des directions métiers. Ok, super. Les atouts et différenciants de Meta-Analysis, déjà, on l'installe où on veut. Notre outil, il est en mode SaaS, mais on a encore beaucoup de clients qui sont on-premise, donc on a le choix, on le met où on veut. On peut l'installer dans son environnement, on peut être en mode SaaS et on peut basculer entre les deux. Le deuxième point, c'est la richesse fonctionnelle. Ça fait 20 ans qu'on enrichit la solution. Il y a énormément de fonctions de base. La notion de rôle prédéfini, donc il n'y a plus besoin de les faire. On fournit tous les rôles, les workflows de validation. On a un métamodèle out of the box qui permet de démarrer. Donc, on peut complètement l'utiliser. Un suivi de projet et un data lineage. Donc, il est complet, mais on va pouvoir l'enrichir très simplement. Alors, on va l'enrichir. Ici, on va pouvoir le personnaliser sans aucun développement. Donc, c'est ce que on appelle, nous, du jus de cerveau. On va modéliser ce que le client veut et on va pouvoir rajouter des métadonnées, pouvoir rajouter des associations entre métadonnées. Donc, le préalable, quand on démarre un projet avec nos clients, c'est de voir si le modèle de base lui convient ou de le faire évoluer si nécessaire. Là, on voit bien qu'avec le data mesh, par exemple, on a fait évoluer les métamodèles de nos clients pour l'adapter à ce modèle un petit peu hybride d'autonomie au data domaine avec une gouvernance fédérée par le Chief Data Officer ou le Data Governance Manager. Donc, on peut complètement personnaliser le métamodèle sans aucun développement. Donc, entre le rôle de l'IT et le rôle du business, là, tu dis que finalement, tu rends le business autonome sur sa gestion, ou il y a quand même encore et toujours l'IT qui doit intervenir quelque part? Alors, l'IT, quasiment pas. Ceux qui vont bosser, c'est le département data, que je ne mets pas dans l'IT, si possible. Si le département data peut être pas dans l'IT, c'est mieux. Et le département data, c'est lui qui va travailler le métamodèle. C'est avec lui qu'on va démarrer. C'est le Data Governance Manager. C'est avec lui qu'on va bosser sur ajouter les métadonnées. Donc, normalement, ce n'est pas l'IT. On va avoir besoin de l'IT, bien entendu. C'est pour la cartographie du système d'information, puisqu'on va aller pomper les référentiels de tous les outils de l'IT, c'est-à-dire les stockages, les flux, la restitution, donc les Snowflake, les Oracle, les Power BI. Et là, bien entendu, on va travailler avec l'IT pour aller se connecter sur le système d'information des clients. Okay. Donc, les deux gros acteurs, c'est les data stewards côté métier avec les data owners. Donc, ça, c'est eux qui vont faire la partie métier. Et dans le département data, c'est le Data Governance Manager qui va, lui, modéliser le métamodèle. OK. On a après l'historisation, c'est un point clé dans notre domaine. Tout est historisé dans notre outil. L'intégralité est historisée. C'était une contrainte légale à l'origine, mais c'est valable bien entendu pour tous les clients. Le reporting, il est intéressant, mais si on a fait évoluer la marge nette ou une information clé dans l'organisation, il faut savoir qu'on l'a fait évoluer, bien entendu. Donc, on peut retrouver toute l'historisation. Le dernier point, ou l'avant-dernier point, le multilinguisme natif. On travaille avec des grandes organisations internationales et on peut avoir autant de langues que l'on veut. Donc, beaucoup de nos clients démarrent les projets en français et anglais, nativement, contenant contenu. Mais si vous avez une filiale en Chine ou dans un pays d'Amérique latine, vous rajoutez la langue que vous voulez ou les langues que vous voulez. Donc, on peut très bien basculer du français au chinois, à l'anglais, au portugais. Donc, c'est très important pour des clients internationaux d'avoir un visu, surtout que là, on va travailler sur des data domaines. Et ces data domaines, bien entendu, plus on est proche de l'utilisateur, plus il doit être dans la langue de l'utilisateur. Oui, ça c'est important effectivement, et surtout aussi quand on touche à la data quality, parce que faire un projet franco-français sur la data quality, on connaît les règles, les adresses postales, comment normaliser tout ça, mais effectivement quand on s'exporte, la complexité s'accroît. Bien sûr, bien sûr. Et si on pousse le data mesh jusqu'au bout,
Ce que peu de clients vont faire, je pense, mais si on pousse jusqu'au bout, ça veut dire que dans chaque data domaine, il y aura des spécialistes de la data quality. Donc, si le data domaine, c'est un continent ou un pays, on aura des gens spécialisés et le multilinguisme aura tout son sens. Ça veut dire qu'on aura bien une gouvernance fédérée qui pourra être en anglais, par exemple, dans un groupe international, mais les data domaines pourront être dans la langue du pays ou du continent, enfin, sur lequel il est rattaché. Oui, d'accord. Le dernier point, la solution est totalement ouverte. Alors, c'est très important, ne jamais ressaisir ce qui existe quelque part. Donc, on va se connecter à tous les outils de nos clients, soit par des connectivités robotisées que l'on va pouvoir planifier, soit par des chargements au format CSV, mais on va récupérer tout ce qu'a le client. Donc, on peut charger tout ce qu'il a déjà dans son organisation. Et le principe, après, c'est que le client va pouvoir y accéder. Il y a du reporting intégré, il y a des recherches. On peut se connecter directement sur notre base de référentiel dont le schéma est ouvert. Et puis, un point important pour nos clients qui sont multi-outils de restitution, qui ont du BO par l'histoire, du Power BI, du tableau, du clic, on va pouvoir intégrer les informations du référentiel Meta-Analysis dans le reporting d'entreprise. C'est-à-dire, j'aurai bien un document Power BI avec le descriptif de ce que signifie ma marge nette et qui est le data owner, par exemple. Oui, d'accord. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à quelques expos, enfin, ou quelques débats sur la gouvernance, et à la fameuse question du ROI, il est difficile d'y répondre parce que c'est bien d'avoir un système de gouvernance, c'est bien d'avoir de la documentation, mais a priori, on a beaucoup de mal à définir un ROI. Voilà. Et enfin, quelle est ta réflexion sur le sujet et comment tu peux aider, toi, tes clients CDO à justifier l'investissement dans un projet de gouvernance? Alors, on travaille effectivement, on a un PowerPoint et un Excel pour calculer tout ça. Hein. Dans le ROI, il y a trois parties. Il y a les apports fonctionnels, il y a les gains qualitatifs et les gains quantitatifs. Les apports fonctionnels, en gros, le data mesh en data governance aujourd'hui, c'est même pas possible. C'est même pas possible. Donc là, c'est vraiment un apport fonctionnel. Si vous voulez démarrer un projet de data mesh, il faut avoir la notion de data domaine, il faut une gouvernance fédérée. On ne peut pas en faire l'économie, donc ça veut dire que là, c'est le projet qui en dépend. Hein, donc c'est très important. Donc là, il n'y a pas de débat, si on peut dire. Après, il y a des contraintes légales de type RGPD ou maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est les analyses d'impact. Donc là, c'est du fonctionnel. On doit démarrer un projet. C'est important de l'avoir. On ne peut pas s'en passer. Donc ça, c'est du ROI un peu contraint, mais qui apporte beaucoup de valeur. Après, il y a du qualitatif qui n'est pas obligatoirement facile à chiffrer. Je suis en comité de direction, on parle de la marge, on est tous d'accord, mais en fait, on a tous dans notre tête une définition de la marge différente, extraite par des outils différents de type Excel, BO, tableau, avec des règles de gestion qui ne sont pas les mêmes, et on se bagarre là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on a du qualitatif qui est très important. Il y a une seule vision de la vérité. Il y a quelqu'un qui a mis son tampon métier dessus. Il y a un data owner. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule version de la vérité. J'ai un de mes clients, et il se reconnaîtra, qui a mis un copyright sur une déclaration. Il a dit il y a tous ces utilisateurs dans l'organisation. Ce qui n'est pas dans Meta n'existe pas. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est de dire venez pas m'enquiquiner avec un indicateur qui n'est pas dans Meta-Analysis. Si on l'a mis dans Meta-Analysis, il est partagé partout, par tous, et il a valeur. S'il n'est pas dedans, vous m'oubliez. Donc ça, c'est intéressant comme démarche. Oui, une approche pragmatique. Effectivement, on passe par l'outillage pour mettre les règles en place. Il y a une vision de la vérité. Il y a une vision de la vérité. Je dois faire un document Power BI ou Tableau. Je dois utiliser la marge nette. Elle a été définie par le directeur financier. Il n'y a qu'une seule valeur. Il ne faut pas s'embêter. Même pour faire de l'Excel, je vais utiliser les termes métiers qui sont dans mon référentiel Meta-Analysis. Okay. Le dernier point, c'est le plus facile à chiffrer, c'est tout ce qui est quantitatif. Donc là, on a un Excel qui permet de dire plus il y a de monde, plus il y a de mouvements, plus il y a de langues, plus il y a de projets.
et plus le ROI sera facile. C'est-à-dire, on intègre un prestataire, on intègre un nouveau contrôleur de gestion. Si on n'a pas un outil comme Meta-Analysis, il va falloir tout lui expliquer. Donc, ça va être très, très compliqué. Je dois faire une analyse. Si je n'ai pas Meta-Analysis, je vais devoir ouvrir ma base de données, mon ETL, mon outil de restitution. En gros, on a fait des calculs de ROI sur les analyses avec des clients, on gagne 90% du temps. Ouais. Sur les recherches, on gagne à peu près la moitié du temps. On a aussi une documentation automatique de l'intégralité de son système data qui est à jour. Et on sait bien que personne n'aime faire des docs et les mettre à jour. Ouais, c'est clair. Donc, on gagne 95% du temps sur la doc. Donc, ça veut dire qu'en gros, plus l'organisation bouge et plus le ROI est rapide. Donc, ces 3 calculs de ROI, organisationnel, qualitatif, quantitatif, on peut travailler avec nos clients dessus. Organisationnel, on n'a pas le choix. C'est ce qui fera le succès du projet Data Mesh, c'est la data gouvernance. Un projet d'innovation data réussi, c'est la data gouvernance comme préalable. Donc là, on apporte énormément de valeur sur la cohérence, sur le collaboratif qui permettent de démarrer les projets. Le qualitatif est certainement le plus difficile à chiffrer, c'est comment ne pas se battre en parlant de la marge ou du chiffre d'affaires ou même du client, puisque tout le monde pense que le chiffre d'affaires est connu, mais en fait, il n'est pas connu dans une organisation, il n'est pas partagé. Donc, ça permet de travailler cette partie qualitative. D'accord. On peut bosser dessus, on a tous les outils pour, ce n'est pas le plus facile. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on ne sort pas de facture ou on ne sort pas de colis. Donc, on peut toujours retarder un projet de data governance. On a des clients qui l'étudient depuis plus de 10 ans. Si tu avais 3 conseils à donner pour quelqu'un, une entreprise qui veut se lancer dans la gouvernance, quel est le premier réflexe ou les premières actions ou les questions à poser dans le démarrage d'un projet? Le point clé, c'est l'organisation. Ouais. Donc, c'est avant notre outil. On reste un outil. Notre outil, il est très bien, il est très efficace, mais c'est l'organisation. On doit avoir quelqu'un qui peut porter ce type de projet, qui est transverse et qui est métier. Donc, il faut donner une casquette à quelqu'un, ça peut être n'importe quelle personne, mais elle doit être proche des métiers et avoir une vision data. Donc, c'est le Data Governance Manager qui existe rarement chez nos clients, mais cette personne-là doit être identifiée et elle doit avoir un petit peu de poids. Après, il faut que les directions métiers ou la direction générale soient conscientes de la valeur de la data et de son partage dans l'organisation. Et après, démarrer rapidement. Démarrer rapidement, on a des clients qui se prennent la tête, et il faut démarrer rapidement, arriver à un premier succès. Le premier succès, on l'a au bout de 3 mois, et ça permet après d'être vertueux et de faire les projets suivants. Donc, c'est l'orga d'abord, et c'est pour ça qu'on travaille avec des partenaires capables de travailler avec nos clients sur ce type de sujet, et un petit peu d'orga sur les personnes, puisqu'il faut avoir des data stewards. Un data steward, il a une fonction clé, il est dans le métier, c'est lui qui va enrichir le référentiel. Donc, il faut qu'il ait aussi une mission clairement identifiée. Bon, finalement, la gouvernance, à t'entendre, paraît simple. Et je discutais de ça hier, et je disais que, la personne disait qu'il y a certains métiers de nos métiers data qui sont pas sexy, mais là j'ai l'impression que tu es en train de rendre un petit peu la data gouvernance sexy, et donc c'est sympa, quoi. C'est très intéressant, quand ça se met en place, de se rendre compte que le chiffre d'affaires qui paraissait aussi bête que ça, en fait, il y en avait 5. Et la marge, encore pire, on peut avoir 10 marges. Et avant, on parlait de marge en réunion en pensant qu'il n'y en avait qu'une. On fait le tour aujourd'hui dans une organisation qui n'a pas de data governance, on dit c'est quoi la marge ? La marge, elle est connue, bien entendu, sauf qu'on aura 5 définitions avec un seul nom. Sauf qu'on peut avoir 5 marges, il faut simplement qu'elles n'aient pas le même nom et que la définition soit clairement identifiée et que le data owner, c'est-à-dire le métier qui a la maîtrise de cette information, soit clairement identifié. Mais c'est des projets passionnants puisque c'est des projets de connaissance de l'organisation. Donc, la valeur métier d'un référentiel, et je parle bien du référentiel, pas du data catalogue, du référentiel métier, c'est totalement clé pour une organisation. Ouais.
Bah, écoute, merci Daniel pour ces recommandations, pour cette vision, ces explications. Effectivement, la data gouvernance, enfin simple, hein, certainement, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, donc, voilà, je rappelle qu'on peut te joindre sur ce site metaanalysis.fr. Voilà, il y a un espace contact, on a des événements sur le data mesh, on a des événements qui vont être bientôt sur tout ce qui est pilotage de l'intelligence artificielle, on a un webinar mensuel d'initiation, et puis on peut être contacté directement sur le site web. Bah, écoute, merci Daniel, j'ai été très content de pouvoir discuter de gouvernance avec toi. Et Merci puis, Stéphane. peut-être qu'on pourra se réserver un autre sujet d'ici quelques semaines. Ça bouge beaucoup. On est dans un domaine qui bouge énormément. Le sujet de 2024, c'est le data mesh, l'intelligence artificielle, mais qui vient en plus de tout le reste. Hein. Donc, mais il y aura d'autres sujets dans quelques mois sur le domaine. Hein. Écoute, merci Daniel pour tout ça et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.